Là, on entre dans le confinement. Et à ce moment-là, je reçois un message de Jérémy Châtelain, qui est un producteur, qui m'envoie un message et qui me dit « Écoute, je t'ai entendu chez Madame Arthur et je pense que tu devrais vraiment faire de la musique. J'ai un studio. Si tu veux, je peux proder avec toi et puis on essaye de faire 2 ou 3 chansons si ça t'amuse. » Et ces 3 chansons, je décide de les envoyer à Sandrine Wanzer. Et je les envoie et elle les écoute et puis elle me rappelle, elle me dit « Bon, ben, je veux te signer chez Vagram. » Et donc c'est comme ça que je commence l'histoire avec la musique. Peu après, à une soirée Sidaction, je suis assis à une table et il y a une dame à ma droite qui me dit un peu comme ça nonchalamment « Ah, toi t'es une star ». Et c'est la première fois que quelqu'un me dit ça et je trouve ça rigolo quand elle me le dit. Alors j'ai dit « Bah non, pas du tout. » Je lui dis là, je suis loin de la star, tout ça. Puis elle me dit « Non, mais c'est mon métier, je te le dis, t'es une star ». Et puis elle me dit « Bah si tu veux, je te donne mon numéro, mais me Google pas avant qu'on se rencontre ». Et je me dis « Ok ». Et je sors de là et puis j'appelle Sandrine du coup et puis je dis à Sandrine dis-moi, est-ce que tu connais une Anne Cibron? Et là Sandrine me dit ah, ça c'est super Luc. Et c'est comme ça que je signe avec ma manager qui est devenue une autre femme à mon arc parce que du coup j'ai toute une équipe de meufs et j'adore ça parce que c'est en adéquation avec la façon dont j'ai grandi. Je suis entouré que de meufs. C'est trop bien. Et c'est comme ça qu'on crée le premier EP Tendresse. Donc j'arrive avec des poèmes à moi au studio de Jérémy et j'ai quelques mélodies en tête. Et donc il me dit d'abord viens chante-les a cappella dans le micro et puis moi je vais arranger autour de ça. Et c'est là que je découvre le dialogue, c'est-à-dire que je comprends qu'en fait les musiciens avec lesquels je vais travailler si je fais de la musique, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'ils vont devenir les traducteurs de mon sentiment. Parce que j'utilise avec Jérémy un vocabulaire comme... je me souviens d'une chanson où je lui dis je rêve d'une chanson d'un palais oriental sous la mer. Et je lui dis et vraiment, j'imagine cette grandeur comme ça, comme d'un palais perdu sous l'océan. Et il a réussi à le reproduire en musique, c'est vraiment fou. Enfin, j'adore travailler en collaborant. Et j'adore l'art pour ça, parce qu'il demande d'être ensemble. Et du coup, avec Jérémy, je comprends quel va être mon rapport musical à l'être ensemble, à travailler avec des gens. Et je m'éclate, j'adore ça. Et puis très vite, les morceaux, ils sont très facilement faits. Et du coup, on est tous les deux surexcités. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse, je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blague. Tendresse, du coup, c'est un EP qu'on a sorti en 2023, qui était un EP de 5 titres. Et je l'ai appelé Tendresse parce que c'était un objet assez thérapeutique pour moi. Je me suis dit, je vais construire quelque chose qui me permettrait de venir au présent. Et donc, je vais parler de mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a amené là. Et du coup, c'est vraiment ce qu'il y a dans Tendresse. Il y a Lova, qui justement évoque mon passé, avec la drogue, tout ça. Il y a Tendresse, qui est une chanson qui est très importante pour moi, parce que c'est un appel, et en plus c'est une seule chanson entièrement en français, et c'est un appel à l'amour. Cette chanson, c'est un peu le porte-étendard de mes valeurs. Masculinity, c'est ma vulnérabilité. Et puis il y avait Love, qui était ce besoin, peut-être quand j'avais même créé le clip, c'était ce besoin aussi de parler d'amour de façon vraiment personnelle. Et j'aimais bien ça, de parler des amours que j'avais vécus. Je pense que Tendresse, c'était vraiment un EP introspectif qui venait peut-être de façon assez thérapeutique tourner une page. Et il faut savoir que Jérém, c'est un peu... ça l'est resté d'ailleurs, hein, c'est un peu mon mentor. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de m'arriver, et ça c'est super drôle, mais tout ce qui est en train de m'arriver, il l'avait prédit, un peu comme un oracle. Et du coup, à chaque fois qu'il m'arrive un nouveau truc, il m'envoie un message qui est devenu un running gag, il m'envoie « Tout se passe comme prévu ». Et ça me fait rire à chaque fois parce que c'est vrai. Le truc, c'est que vraiment, il l'avait dit, quoi. Et moi, j'y croyais pas du tout quand il l'a dit, mais il l'avait dit. Et du coup, c'est une relation magnifique que j'ai vraiment gardée avec lui, et à tel point que là, on est allé construire l'album à Los Angeles. Et j'ai décidé de travailler avec de nouvelles personnes, donc avec Paco Del Rosso, avec qui j'avais déjà travaillé sur l'EP, qui est vraiment mon co-compositeur. Et en fait, on arrive à Los Angeles, et à ce moment-là, je me dis, il me manque un truc. Je suis sur le balcon de ma chambre à Los Angeles,
Et j'appelle Jérémy et je lui montre la vue de ma chambre et puis il y a la piscine en bas de ça. Et je retourne l'écran et il voit mon visage. Et là, tout de suite, il me dit « J'arrive demain ». Et le lendemain, il était là avec son fils et il était là et c'était trop beau parce qu'en fait, il a pas tant participé que ça à la production de l'album, mais il était là au-dessus, quoi. Il nous regardait avec son œil bienveillant et du coup, j'adorais l'idée de aussi lui montrer un peu comme un élève fier que je faisais mon premier album et je voulais qu'il en soit témoin. Et du coup, moi, ça m'a donné aussi beaucoup de légèreté pour l'écriture de cet album. Parce que je me sentais vraiment accompagné, en famille. Je saurais pas dire exactement quand Luc devient Lucky Love parce que c'est une progression. Bon, déjà, je deviens Luc Love au moment où je me marie avec mon ex-mari, un Australien que j'ai rencontré à Berlin où j'ai vécu quelques années. Je faisais beaucoup d'allers-retours quand j'étais chez Madame Arthur. Je sortais d'une histoire d'amour qui m'avait fait pas mal souffrir. Et puis j'ai rencontré mon ex-mari Adam à Berlin et je partais le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, je venais d'arriver à Berlin. J'avais fait un grand contrat de mannequin. Et du coup, je suis censé rester 5 jours parce qu'après, je travaille chez Madame Arthur le week-end. Je passe là et puis la dernière nuit à Berlin avant de repartir, je rencontre mon ex-mari et il m'accompagne jusqu'à l'aéroport à 6h du mat, tout ça. Et puis je rentre à Paris et le lendemain, je suis chez Madame Arthur, je me prépare et puis je reçois un message et il me dit je voulais juste vérifier s'il était entre nous question que de l'histoire d'une nuit. Alors je suis à Charles de Gaulle. Et du coup, j'ai dit aux copines de Madame Arthur, je suis désolée, je peux pas bosser ce soir. Et j'ai couru à l'aéroport et il m'attendait comme ça avec une rose. Et si je tombais amoureux de cet homme, c'est juste parce qu'il y a ces êtres comme ça qui ont le pouvoir de rendre la vie quotidienne magique. Et du coup, j'ai vécu des trucs trop beaux avec lui. C'était un amour aussi qui était pour la première fois sain. Moi, c'est la première fois que j'aimais pas à m'en brûler. Et je voulais essayer ça. Je voulais essayer de faire équipe avec mon amoureux. C'est la première fois qu'un amoureux me le proposait, en tout cas. Et qu'on s'entendait bien, vraiment. Ouais. Et en fait, on s'est mariés à Copenhague. Et là-bas, les couples de même sexe, ils peuvent créer un nom commun. Et on le savait pas, en fait, en arrivant. Et du coup, quand la mairesse, elle nous dit ça, on est là, ok, alors on va s'appeler Love. Et du coup, maintenant, sur ma carte d'identité, je m'appelle Luc Love. C'est mon vrai nom. Et en fait, Lucky, ça vient de mon enfance. C'est juste parce que j'adorais la chanson de Britney, Lucky. Et j'ai toujours rêvé d'être cette star comme ça, qui est à moitié malheureuse d'en être une sur sa tour d'ivoire. Enfin, quand j'étais gamin, je trouvais ça hyper attirant, attrayant. Et du coup, ma sœur et ma mère m'appelaient beaucoup Lucky. Et en fait, je trouve que ça a résonné vraiment avec mon histoire parce que je pense que Lucky Love, ça fait sens dans le sens où ça résume très bien ma vie. J'ai vraiment eu de la chance de connaître l'amour. J'ai vécu à travers l'amour, avec l'amour, pour l'amour. Et ça m'a amené pas mal de chance, quoi. Voilà. Et puis j'aime bien l'idée du mot lucky parce que je trouve que c'est un mot très empreint de résilience et c'est vraiment l'histoire de mon existence, de savoir reconnaître sa chance. Tout a été une question de chance avec moi. J'ai eu une deuxième chance qui m'a amené, puisque j'ai su la saisir, à finalement en avoir plein d'autres derrière. Je pense que quand on écrit de la musique, il y a des morceaux qu'on sait être des endroits de vérité absolue. Et quand j'ai écrit Masculinity, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il m'a fallu beaucoup de vulnérabilité pour écrire cette chanson. Et c'est une chanson que je pensais être très personnelle, mais il y avait un absolu dans cette chanson qui demandait à être partagé, quoi. Et je l'ai écrite dans la nuit. J'ai reçu justement un arrangement de piano de Paco, parce que je lui avais envoyé quelques idées, et puis il m'a renvoyé ça, il était 2h du matin. Et normalement, ce que je fais, c'est que j'écoute la musique, et puis je mets un enregistreur à côté de téléphone pour être sûr de pouvoir capter si jamais j'ai une bonne idée sur la première écoute, parce que souvent, les premiers essais sont souvent les meilleurs en ce qui me concerne. Normalement, je fais ça. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, il est 2h du mat, mais je décide de me lever, de prendre mon micro, tout ça, et je mets le logiciel en route. Et en fait, Masculinity, elle s'écrit toute seule, en une fois. Je la chante et elle est là. Et d'ailleurs, il y a même des prises qu'on a gardées de la première fois où je l'ai chantée dans mon appartement. Et Masculinity, du coup, ça devient d'abord un hymne pour les personnes trans aux États-Unis à travers TikTok.
tous les hommes trans américains se l'approprient et ils montrent leur transition sur cette chanson, sur TikTok. Et là, je réalise pour la première fois que je réalise le pouvoir de la musique. D'un coup, je me sens comme câliné. Je me dis, ah, waouh, je ne suis vraiment plus seul. Parce que la chanson qui était la plus personnelle et qui m'a demandé d'être le plus à nu était la chanson finalement qui a touché cette communauté. Et du coup, je trouvais ça incroyable. Et puis en plus, ça leur donnait un hymne. Et donc, ça leur donnait une légitimité. Et j'avais pas du tout, moi, en plus, pensé en écrivant à cette chanson, j'avais pas du tout pensé à ce genre de sens. Et c'est ce qui est magnifique après, c'est qu'après, du coup, elle est devenue une sensation ailleurs, en Ukraine, puis en Iran. Et pour d'autres raisons, parce que je recevais des messages de soldats qui me disaient grâce à toi, j'ai pu reconquérir ma virilité. Et ça, c'était magnifique de voir aussi que deux communautés que tout oppose finalement se rallient autour d'une chanson. Je trouvais ça vraiment très beau. Et puis ça montrait aussi la pluralité du coup de cette masculinité dont je parle dans la chanson, parce qu'en fait cette chanson, elle c'est un vrai cri, hein. C'est une vraie question. Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, baby, you'll keep asking, do I kiss like a boy? Should I speak like a boy? May I fuck off a boy? C'est une question frontale et c'est pour ça que je pose la question, c'est parce que je voulais savoir ce qui avait fait que je ne pouvais pas appartenir à cette idée de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on m'en privait, quoi? Alors que finalement, moi, je me sens homme, totalement. Et qu'en fait, c'est pas à la société de me dire ce qu'est un homme. Et je trouve ça tellement dommage qu'on nous enlève des couleurs comme si y avait qu'une seule nuance à la masculinité, comme si un homme ou une femme, c'était qu'une seule chose. Ça enlève toute individualité, toute pluralité, toute beauté aux choses. Moi, j'avais pas envie de ça. Et je voulais le dire au monde. Et puis, je voulais aussi une chanson qui pourrait être un refuge, comme moi, j'en ai eu. J'ai eu des refuges quand j'avais 14 ans, dans la musique. Lady Gaga, par exemple, Born This Way, c'est une chanson qui réellement, on peut penser ça superficiel, mais c'est réel. Elle a changé des vies, cette chanson. Elle a donné un espace à des gens qui ne se sentaient pas vus, reconnus. Elle les a fait se sentir moins seuls. Moi, je rêvais de ça. Et du coup, c'est pari tenu. Et puis après, c'était cerise sur le gâteau quand elle est devenue virale, puisque j'avais fait une vidéo aux arènes de Nîmes de mon live et que notre chère Lana Del Rey l'a repéré et qu'elle l'a partagé. Et là, Sam Smith l'a vu, il l'a repartagé, puis toutes les stars d'Hollywood. Et là, c'était fou parce que du coup, les personnes que j'admirais, comme Sam Smith, j'admire vraiment sa vulnérabilité. C'est une personne qui m'a inspiré même pour moi, pour écrire de la musique, quoi. Et du coup, d'être comme ça, reconnu par les gens qu'on admire tant, c'est encore autre chose. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Who gave you the right to run the rules? Who gave you the right to run the rules? What's wrong with you? Masculinity, elle a fait des tours et puis d'un coup, c'est une chanson qui a beaucoup de vie. Et elle en réclame une autre encore avec la cérémonie des Jeux paralympiques. Parce qu'à ce moment-là, je suis appelé par Alexander Ekman. Et il me propose de chanter cette chanson pour l'ouverture des Paralympiques. Et au départ, je refuse catégoriquement. Je dis à ma manager, je veux pas le faire. Et elle me demande pourquoi. Et puis je lui dis parce que je trouve ça trop facile. J'ai pas du tout envie d'être un chanteur porteur d'un handicap qui vient chanter pour les athlètes porteurs de handicap. Enfin, il y a un moment, il faudrait quand même que la société comprenne qu'on n'est pas... d'un côté les uns, de l'autre les autres, qu'on vit ensemble. Et en fait, c'est en voyant la cérémonie des Jeux que j'ai réalisé que ils avaient fait un travail extraordinaire et que la diversité, elle était déjà là. Et que du coup, en fait, j'allais pas être stigmatisé, qu'en fait, ils avaient déjà fait le pari de dire que la France, c'était ça dès le début. Je suis ému rien que d'en parler, parce que j'ai vraiment eu envie d'en être. J'ai décidé de changer les paroles de ma chanson parce que, déjà, j'adore l'exercice. Moi, j'adore être au défi, j'adore travailler. Et du coup, j'adorais l'idée d'avoir l'humilité de me mettre au service d'un événement aussi grandiose que ça. Et de pas venir avec mon ego d'artiste et venir défendre ma chanson, c'était pas l'idée. J'avais vraiment envie d'un moment de communion et d'universalité. J'avais vraiment envie d'échanger, quoi. Et je me suis dit, Masculinity, c'est une chanson qui est déjà, je pense, qui a touché beaucoup de monde, que je voulais encore plus inclusive. Et donc, pour moi, ça me semblait tout naturel
de changer les paroles du refrain. Parce que aussi je voulais qu'elle soit directe. Je voulais poser une vraie question. Puisque dans Masculinity, je demande do I walk like a boy, do I speak like a boy. Et là, je voulais une vraie adresse. Je voulais pouvoir m'adresser directement aux gens. Et c'est pour ça que j'ai choisi de montrer ce qu'il y avait de commun en nous. Et c'est pour ça que je dis do I cry as you do, do I kiss as you do I love as you do. Parce qu'on se pose toujours la question de ce qui nous différencie, mais jamais vraiment la question de ce qui nous unit. Et moi, je voulais ramener ça sur le plateau. C'est pour ça que j'ai réécrit les paroles. Like the other, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me baby, baby. Sur la scène de la place de la Concorde, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait 65 000 personnes autour de moi, sur une scène de 70 mètres. Et ensuite, j'ai surtout réalisé qu'il y avait 200 danseurs autour de moi, avec moi sur scène, qui allaient vivre la même chose que moi, qui avaient la même pression que moi. Et on s'est regardé. Et alors tout le reste a disparu. J'étais vraiment avec eux. Et c'était un moment vraiment de communion, mais... Pour moi, c'était comme une loupe, quoi. C'était magnifique d'être entouré de danse. Sur un endroit aussi emblématique d'une ville que j'ai tant aimée. Voilà quoi, c'est ça qu'on ressent. Quand on a fait les répétitions avec Alexander Ekman, c'était au début de l'été. J'ai fait le danseur, j'ai été discipliné et puis moi j'adore être au service d'une écriture chorégraphique et quand j'ai vu le tableau, faut savoir que j'ai découvert encore une histoire avec mon anniversaire, mais j'ai découvert la chorégraphie sur ma musique à Disneyland Paris le lendemain de mon anniversaire. Et du coup, j'étais extrêmement ému et j'ai pleuré dans les bras d'Alexander Ekman et il a pleuré avec moi. Et ensuite, du coup, en fait, tout semblait naturel. Et même ce moment de partage avec la danseuse extraordinaire, c'était presque un accident. C'est juste que réellement, je trouvais ça magnifique, cette image comme ça de deux bras qui en forment un et qui, du coup, mutuellement se donnent de la force. Je trouvais ça vraiment très beau. Et du coup, non, ça a été vraiment un dialogue très fluide avec Alexander et très simple. Il m'a bien guidé et j'ai su proposer des idées. Et voilà, c'est toujours une collaboration de toute façon. Il y avait tellement de bienveillance que ça pouvait pas vraiment mal se passer, quoi. Mon premier album va sortir le 15 novembre et il s'appelle I Don't Care If It Burns. Et c'est un album qui est empreint d'une certaine réalité. J'ai voulu aller chercher tout ce qu'il y a de plus divin dans le sentiment humain. Et je pense que du coup c'est un album qui est rempli de beaucoup d'amour et d'histoires d'amour. Et je parle pas forcément d'amour romantique, mais je pense que c'est un album qui se veut être un appel à l'amour, un témoin de l'amour. Et il s'appelle I Don't Care If It Burns parce que je pense que c'est ce qui me définit le mieux, qui est la façon dont je vois la vie. Moi, je veux être en vie et si ça doit brûler, que ça brûle. C'est ça que dit cet album, qui est d'ailleurs aussi la première chanson de l'album. Mais c'est vraiment que j'ai cette vision-là de l'être vivant. Vivons tout très fort. Parce que notre seule certitude, c'est que ça s'arrête un jour, quoi. Et du coup, moi, je veux tout vivre. Mais qu'importe si parfois ça pique un peu. C'est aussi un album de joie, vraiment, très joyeux. J'y ai mis beaucoup de joie, parce que je l'ai écrit aussi d'un endroit beaucoup plus joyeux de mon existence. J'avais tourné la page. Là, c'était une nouvelle page. Et je voulais que ce soit une page de célébration aussi. Et j'adore célébrer avec mon gospel. Du coup, il y a beaucoup de leur voix avec moi. Et puis je reviens aussi un peu plus, je pense, à mes références, à ce que moi j'écoute, à la musique noire américaine des années 50, à Elvis Presley, à la pop, la grande pop, à Elton John. Ouais, c'est un album qui a été fait dans la joie, non sans mal, mais dans la joie, et avec beaucoup d'amour.
Moi, j'adore regarder derrière. Je suis quelqu'un de très nostalgique et j'adore regarder derrière parce que ça me permet de comprendre ce que je veux aussi devant moi. Moi, le passé, d'ailleurs, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Die, qui parle de ça. Le passé, c'est ce qui construit moi mon avenir. Du coup, j'adore revenir comme ça dessus parce que ça nous permet aussi de réaliser, de se rendre compte. Ouais, c'est agréable, hein, c'est un sentiment agréable. Je referai chaque seconde de tout ce que j'ai vécu. J'ai vraiment, et c'est pas pour faire le clown, mais j'ai vraiment pas de regrets. J'ai adoré chaque minute de mon existence. Et pourvu que ça dure, ouais. Moi, j'ai toujours eu qu'un seul rêve, c'est... je rêve d'éternité. Mais c'est un rêve impossible à atteindre, mais c'est mon rêve. C'est pas que j'ai peur de mourir ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je refuse littéralement que ça s'arrête parce que c'est trop beau, quoi. Je pense que je me lasserai jamais d'être en vie. Du coup, mon rêve, c'est de rester toujours curieux comme ça, de découvrir encore plus de trucs, d'avoir le temps de découvrir le monde, de découvrir des histoires, des humains, d'aimer encore et toujours à la folie. C'est ça mes rêves, ouais. Je rêve que ça s'arrête pas. C'était le dernier épisode de la saison de Destin consacrée à Lucky Love. Nous espérons que le récit de vie de Lucky Love vous donne envie de le suivre dans ses prochaines aventures. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview Anaïs Kopman. Production Anne-Cécile Kiry. Réalisation Cédric Ledoré. Pour être au courant de la sortie de la prochaine saison de Destin, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et bien sûr, rendez-vous sur l'application et le site Énergie rubrique podcast. À très vite pour un nouveau parcours de vie hors du commun. I don't care if it burns.